Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Premièrement, je suis très content d'avoir été invité à participer et vous écouter. Ce que je retiens, moi, du panel précédent, c'est que je suis vraiment en ligne avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Et souvent, dans la dynamique, en tout cas entre la France et l'Afrique, on entend souvent des oppositions, voire beaucoup de désinformation. Et ce qui me rassure en vous écoutant tous depuis ce matin, c'est que vraiment je fais mien les propos que j'ai entendus jusqu'à présent. Donc on m'a demandé, moi, d'intervenir sur le sujet qui est le mien, c'est-à-dire sur le Sahel, peut-être comme illustration de la relation entre l'Union africaine et l'Union européenne. Nous sommes dans une région qui est en profonde mutation. Profonde mutation, notamment, et on en a parlé tout à l'heure, à cause d'une explosion démographique. Si on compare l'évolution démographique de l'Union européenne et du Sahel, en 1960, la population de l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, était de 370 millions d'habitants. On est aujourd'hui à 450. On a connu une progression de 20% à peu près, depuis 1960 à aujourd'hui. Au Sahel, la population a été multipliée par 5. 5 en 60 ans. C'est-à-dire qu'en 60 ans, il faut que les pays de la région multiplient par 5 les investissements, les infrastructures en santé, en éducation, en industrialisation, etc. C'est terrible, d'autant plus que c'est une région qui souffre particulièrement du réchauffement climatique avec des ressources de plus en plus difficiles d'accès. Donc, c'est une région qui aujourd'hui est très vulnérable et je dirais même que d'un point de vue sécuritaire, elle est même en régression. Donc, c'est un véritable défi que l'on a tous pour essayer de faire en sorte que la région reprenne le dessus. Et je tire 3 enseignements, moi, de la relation, à la fois de la situation dans la région et en tirer des conséquences pour l'Union africaine et l'Union européenne. Premier enseignement, les interventions armées n'ont rien réglé finalement sur le fond. Elles n'ont rien réglé sur le fond, très certainement parce qu'il y avait des défaillances bien plus profondes. Premier enseignement. Deuxième enseignement, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'émergence de ce néo-souverainisme. C'est une sorte d'idéologie qui est en train de s'installer, mais qui le fait probablement de façon un peu erratique, avec beaucoup de maladresse. Et les pays en paient aujourd'hui les conséquences. Et le troisième enseignement, c'est qu'on ne s'en sortira pas si on n'a pas une véritable approche européenne et africaine. Donc j'en viens à mon premier point, l'échec des interventions armées. Je vous le dis en plus en tant que Français, puisqu'on avait un très gros dispositif armé au Sahel pendant une dizaine d'années et qu'on est parti sous la pression des événements. Donc, les interventions armées n'ont rien réglé et au contraire, elles ont probablement exacerbé l'émergence et la diffusion des mouvements djihadistes, ce qui n'a rien arrangé. Juste une question, quel est le pays le plus affecté dans le monde par le terrorisme islamiste? Quel est le pays le plus affecté dans le monde l'année dernière par le terrorisme islamique dans le monde entier? Le Burkina Faso. Personne n'en parle. Sur le top 5 des pays dans le monde les plus affectés par le terrorisme, sur les 5 pays les plus affectés par le terrorisme mondial, 3 sont au Sahel. Le numéro 1, c'est le Burkina Faso. Ensuite, les 2 autres, c'est Afghanistan, Syrie. Et ensuite, c'est le Mali et le Niger. C'est une catastrophe. Votre Excellence, sans vous couper, on a constaté quand même une présence militaire de 37 ans française dans la région avec Tempête du désert, Serval et puis Épervier. Donc c'est 35 ans d'échec aussi pour la politique française, on va dire.
Mais c'était pas des interventions. Oui, mais je le dis. Je dis pas. Je vous le dis en tant que Français. Non, en tant que pas français, mais. Non, mais nous, on a envoyé beaucoup de troupes. On avait 5500 soldats sur toute la région. Sur 35 ans. Non, on n'a pas eu 5500 soldats sur 37 ans. En tout cas, si on tient compte des 3 opérations, Tempête du désert, Serval et l'Épervier. Tempête du désert, c'était dans le Golfe. Dans le Golfe, pardon. Donc Serval et Épervier. Oui, ouais. Barkhane. Après. Mais je parle surtout de Barkhane. Hein. Ouais. Serval, ça n'a pas été un échec, mais Barkhane, voilà. Bon. non, mais les leçons qu'on tire aujourd'hui, c'est qu'il aurait fallu probablement faire une intervention armée avec une date limite. Ce qui était le cas de Serval. Barkhane, c'était plus complexe et on est parti. Mais oui, il y a eu un échec. Sans ça, on ne serait pas là collectivement. Et ce n'est pas uniquement l'échec de la France, hélas. Donc, tout ça a révélé également une crise de gouvernance dans les pays. Une crise de gouvernance qui a touché également les mouvements politiques, et c'est une des difficultés aujourd'hui pour essayer de retrouver la situation d'avant. Probablement aussi une approche française qui a entraîné les Européens à nos côtés, ce qui s'est passé. Et quand la France a eu des difficultés avec les 3 pays de la région, après l'arrivée des coups d'État, on a essayé également d'entraîner les Européens avec nous. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient venus avec chacun ses priorités, avec chacun ses contraintes. Et c'est quelque chose qu'il va falloir maintenant régler collectivement, avoir une approche commune sur la région. C'est le premier enseignement. Oui. Et sans vous arrêter pour le premier, oui. je vais inviter les 2 autres membres du panel, évidemment, donc M. Mathieu Briens, qui est le directeur exécutif adjoint du CA pour l'Afrique, qui va nous rejoindre. Également le député Charles Goerens, qui va nous rejoindre également, puisqu'ils doivent partir un peu plus tôt. Et je vais dorénavant donc laisser Aya enchaîner sur les discussions qui vont tenir jusqu'à 12h15. Donc, s'il vous plaît, M. Goerens, sur le plateau avec nous, et M. Briens aussi. Voilà. J'ai pas fini, moi. Donc je continue et puis je vous laisse. J'en ai pas pour très longtemps. La deuxième conclusion qu'on tire de tout ça, c'est l'émergence de ce néo-souverainisme dans les 3 pays qui se comprend par une population très très jeune. 50% de la population a moins de 18 ans et on comprend leurs exigences, on comprend leur impatience qui se matérialise par ce qu'a dit le Premier ministre tout à l'heure, par une sorte d'imposition par le haut vers le bas. L'insécurité ne diminue pas, premièrement. Deuxièmement, ce néo-souverainisme s'exprime par une sorte d'isolement par rapport à tout. On parlait du multilatéralisme tout à l'heure. Les néo-souverainistes de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, se construisent par opposition, beaucoup contre la France, mais on est loin, mais surtout par les organisations régionales, et en particulier à la CEDEAO, puisqu'ils vont se détacher définitivement de la CEDEAO dans quelques mois, et puis tout récemment par l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une vraie perte. Et tout ça aussi nourri, hélas, par une très forte désinformation qui est alimentée par des acteurs étrangers, et vous savez lesquels. Troisième conclusion de tout ça, c'est qu'il faut une nouvelle approche euro-africaine sur le Sahel. On a tous collectivement salué l'arrivée du nouveau représentant de l'Union européenne pour le Sahel, M. João Cravinho, qui est quelqu'un de grande vision, puisqu'il était à la fois ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. On lui a donné un nouveau mandat il y a quelques mois pour essayer d'établir collectivement une nouvelle approche dans la relation entre l'Europe et le Sahel. Et là-dessus, il va falloir aussi tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Les premiers paramètres, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les valeurs communes. Qu'est-ce qui fonde l'universalisme ? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que dans les 3 pays, Mali, Niger, Burkina, il y ait des violences comme il n'en a jamais eu auparavant ? Est-ce qu'on peut accepter d'essayer de normaliser des relations avec ces pays ? Parce que, au fur et à mesure, tout le monde en a un peu
un peu fatigués de cet ostracisme, de ces sanctions, de cette suspension des différentes organisations, mais on a quand même des valeurs à défendre. Est-ce qu'on peut faire des coopérations dans des pays où les autorités encouragent, en tout cas restent silencieuses sur des exactions comme il n'en a jamais eu auparavant? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Et nous, la France, on considère qu'il faut rester aussi sur un certain nombre de valeurs, parce que ces régimes ne vont pas être éternels. Ce que je voudrais dire enfin, c'est que l'Union européenne est en Afrique un partenaire majeur. On est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les investissements directs étrangers européens en Afrique se sont élevés à peu près 160 milliards de dollars. Les Américains, 40 milliards, la Chine, 40 milliards. Personne ne sait que les pays européens ont un stock d'investissement en Afrique 4 fois supérieur aux IDE chinois ou américains. Et puis enfin, il va falloir également que dans tout ça, on revoie notre façon de travailler. On a mis en œuvre, on a créé des institutions, l'Alliance du Sahel, la coalition du Sahel, le G5 Sahel, et il va falloir aussi que dans les prochains mois, on puisse redéfinir collectivement ces nouveaux mécanismes de coopération, parce que les pays récipiendaires ne veulent plus travailler dans ces formats qui, disent-ils, ne correspondent plus à grand-chose. Donc, en conclusion, il va falloir définir, et ça aussi je l'ai entendu tout à l'heure, un nouveau pacte entre l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne et l'Afrique, notamment sur le Sahel, choisir le camp du droit et du progrès. Et il faut également anticiper une diminution de l'aide publique au développement dans ces pays. On a vu l'impact du USAID. D'autres pays européens vont suivre. Et donc, il faut aussi que l'Afrique fasse son travail. Et là, je termine là-dessus, quand on disait qu'il fallait que l'Union africaine soit également plus autonome. Le budget de l'Union africaine, c'est 650 millions de dollars. 650 millions de dollars. Les pays africains ne contribuent qu'à 1/3 de ce budget. Les 2/3 sont versés par l'Union européenne à 90%. 90% des 2/3 du budget de l'Union africaine, c'est l'Union européenne qui comble ça chaque année. Un autre exemple, le budget de l'Union européenne est fait en calcul du revenu national brut des États membres. 1,14. 1,14 du RNB de chaque État membre sert à alimenter le budget de l'Union européenne. L'Union africaine, ce n'est pas 1,14%, c'est 0,03%. 0,03% du RNB de l'Afrique sert à financer l'Union africaine. Dernier chiffre, chaque Européen finance pour l'Union européenne 414 €. Chaque contributeur européen donne 414 € pour financer l'Union européenne. Combien donne chaque Africain pour financer l'Union africaine? 47 centimes. 47 centimes. Et j'en reste là. Merci beaucoup de votre attention.